Bonjour à tous, bienvenue à ce 177e épisode des lunchs immobiliers du Club d'investisseurs immobiliers. Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe Claude aujourd'hui pour encore donner de la valeur à votre parcours. Donc, cette fois-ci, ça va être sous forme de questions et réponses. On sera là pour répondre à vos questions de tout ordre. Et merci d'être là. Bon appétit à tous. Merci à Mehdi et à la régie. Merci à Sandra et Eric d'avoir rendu possible en fait ce lunch. Donc, bienvenue à tous. Donc, salut Jean-Philippe. Salut Yvan, ça va? Oui, toi? Ouais, on a eu une belle fin de semaine. D'ailleurs, ça m'a fait sourire quand tu as dit bonjour à tous. Je salue David, en fait, qui était là samedi avec moi. Il disait, écoute, j'écoute tellement le live du club que ma petite fille de 4 ans, maintenant, elle se lève le matin et elle dit bonjour à tous. Bonjour à tous. Excellent, excellent. Donc, ce midi, on va encore manger de l'immobilier ensemble. Et s'il y en a un qui mange l'immobilier de Saint-Cy, c'est bien Jean-Philippe avec ses bouchées doubles et triples même. Oui, exact. Ça vient. Donc, on a bien hâte d'entendre ça, tes prochaines transactions, Jean-Philippe. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec les premières questions. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Les gens prennent du temps à se manifester. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont commencé à poser des questions. On a une question sur les virements, Serge. Puis en passant, avant que je lise la question de Serge, je vous le dis, ça fait 177 lunchs qu'on fait. On commence à avoir l'expérience. Les gens sont gênés de poser des questions. Ils posent des questions tard. Puis là, finalement, on n'a pas le temps de répondre aux questions. Fait qu'arrêtez d'être gênés. C'est le temps. Vous avez 2 coachs pour le prix d'un aujourd'hui pour ça. Donc, je peux te laisser y aller avec celle de Serge si tu veux. Yvan, je t'ai vu, tu l'as lu. Est-ce qu'on peut... Là encore, je l'ai mis à l'écran. Mes collègues de loyer se font principalement par Interact. Est-ce que je peux obliger mes locataires à additionner le prélèvement automatique? Je ne crois pas que tu peux l'exiger. Tu peux le proposer fortement et tout ça, avoir des arguments pour que tu puisses le faire par prélèvement automatique, mais exiger le prélèvement automatique, je ne crois pas que ça soit possible. Donc, voilà, rien d'autre là-dessus. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu as quelque chose d'autre à ajouter. Un petit truc aussi qu'on met, si le loyer désire être payé en personne, on peut décider où est-ce qu'il est payé, puis nous, on dit à nos bureaux. Fait que ça décourage pas mal les gens de dire, ben là, on doit se déplacer pour aller payer le loyer. Fait qu'il y a une petite case dans le bail, on écrit ça, mais je dirais que 95% des gens, ils vont en paiement automatique. Puis virement Interact, Serge, c'est une bonne chose, encore mieux, Autonome Solution. Et là, on va collecter directement dans le compte. Là, il y a différents systèmes de paiement. Nous, on utilise Autonome. Ça fait longtemps qu'on l'utilise. Collecte directement dans le compte. Si jamais ça bounce, je pense, après 3 jours, vous me corrigerez, là, on réessaye une deuxième fois. Puis ensuite, on a évidemment tout ça par rapport. Fait que nous, c'est vraiment collecte automatique. On signe ça avec le bail, nous, on le met avec. C'est sûr que quand on a déjà des locataires en place, ça devient un peu plus complexe. Parce que là, on doit convaincre, on doit revenir en arrière. Mais les nouveaux locataires, nous, c'est sans équivoque. On ne l'oblige pas, mais on le suggère fortement, mettons. On a une drôle de Kevin Vadelac. C'est quoi la balance de vente? Parce qu'en fin de semaine, je sais que ça l'a graffiné, la balance de vente, quand tu l'as prise 2 et je vais bonifier sur ce que tu pourras leur raconter sur la balance de vente. Après, je vais en rajouter. Donc, balance de vente, JP. En fait, c'est un solde à payer. Donc, il y a une balance à payer. Donc, par exemple, on achète un immeuble et le vendeur n'a pas tout son capital tout de suite. Okay? Fait que ça, c'est la définition de la balance de vente. Typiquement, les institutions bancaires, Desjardins est définitivement la plus ouverte aux balances de vente. Et généralement, on accepte jusqu'à 50%. Et 50%, c'est étiré, c'est entre 35 et 50% du montant qui est dû à payer, qui peut être accepté dans votre mise de fonds. Fait que quand je parle de 50 à 35%, c'est votre mise de fonds. Fait que vous avez une mise de fonds de 100 000. Le vendeur accepte de vous prêter 35 à 50 000 dans la balance de vente. En fait, c'est ça, il y a une balance à payer. Là, maintenant, c'est un contrat complètement ouvert. Ça peut être remboursable dans 1 mois, ça peut être remboursable dans 10 ans. Ça peut être intérêt, capital intérêt, intérêt payable à la fin. Bref, vous décidez 100% des termes de la balance de vente. C'est un contrat de gré. Voilà. J'ajouterais là-dessus, une approche à avoir face aux vendeurs. On ne met pas ça dans l'offre initiale tant qu'à moi, sinon on a l'air de quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'argent.
C'est sûr que si la transaction est plus grosse, c'est possible, il y a une balance de vente, mais en règle générale, a priori, il n'y en a pas. Donc, j'irai plus après la visite des lieux. L'immeuble m'intéresse toujours. Et par contre, est-ce que vous seriez prêt à financer ou à participer au financement? Parce qu'on ne va pas dire, vous voulez faire du financement créatif, qui est une approche, tant qu'à moi, à proscrire, parce que ça sonne drôle un peu. C'est bon pour vendre des cours, mais dans une transaction, financement créatif, le vendeur risque de trouver ça un peu spécial. Donc, est-ce que vous serez ouvert à participer au financement? Et là, dépendamment de la grosseur d'un immeuble et du type de vendeur, ils ne sont pas toujours familiers avec ça. Donc, on a un petit côté éducatif qu'on doit sortir pour en fait expliquer à nos propriétaires, vendeurs, de quoi ça consiste, en quoi ça consiste. Et le prêt ballon, en passant, moi, j'adore le prêt ballon. Est-ce que parlait Jean-Philippe, capital intérêt à la fin, parce que ça vous permet en fait de garder vos liquidités durant le terme. Fait que si on a un terme de 5 ans sur une balance de vente, on n'a pas de paiement de capital intérêt durant le terme, donc on garde nos liquidités pour faire d'autres choses. Par contre, c'est un prêt ballon, ça le dit, ça gonfle. C'est une balloune qui gonfle, c'est des intérêts qui se rajoutent par-dessus des intérêts année après année. Fait que ça vous prend un plan de remboursement, par exemple, dans 5 ans. Si on a emprunté 100 000 à du 10 pour mettre des chiffres pour mieux comprendre, ça va tourner aux alentours de 170 000 la dette dans 5 ans. Donc, ça prend juste un plan qu'on a prévu, en fait, pour être capable de rembourser ce prêt-là. Ça serait plate que le vendeur reprenne sa propriété parce qu'on n'a pas l'argent pour le rembourser dans 5 ans. Donc, soyez vigilants, mais prêt ballon, merveilleux comme concept. Très bien. Puis tu l'as dit, en balance de vente, tu n'arrives idéalement pas avec ça au début parce que tu as l'air de ne pas avoir d'argent. Fait que ça, c'est ça, après la négociation. Il y avait Émeric qui avait une question lors d'un refinancement. Là, Émeric, j'avais présumé en fait là, que tu parles d'un refinancement d'un petit plex ou une maison. Donc, tu as été en conventionnel avec une mise de fonds à 20 refinancé avec la SCHL dans les plex et les maisons. Si ce n'est pas possible, à moins que les règles aient changé, ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans le petit plex, pour être honnête. Mais définitivement, dans le multilogement, tu peux faire conventionnel SCHL conventionnel. Il n'y a pas de problème à faire ça. Mais dans un plex ou une maison, ce n'est pas possible. Encore une fois, sous toute réserve, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas acheté des plex, mais on ne pouvait pas à l'époque. Yvan, tu peux peut-être me confirmer. Le financement de plex avec la SCHL. Un plex. Non, je ne suis pas dans le plex, moi non plus. Là. Mais en fait, c'est propriétaire qui paie. D'habitude, c'est à l'achat. Fait que je suis 99% sur Émeric, on ne peut pas. Après ça, il y avait Frank Kellen, Picardie. Il dit comment on fait pour acquérir plus de logements quand on est pris? On a gelé notre argent, on est en financement SCHL, nos capitaux sont gelés. Ben, c'est là, en fait, que notre créativité vient un peu en route, Frank Helen. Fait qu'en fait, faut continuer de chercher. Il faut continuer de chercher l'opportunité magique, le deal en or. Puis une fois qu'on a le deal en or, ben, après ça, on est toujours capable de trouver des partenaires. Je dis toujours la même chose à chaque fois que je parle de partenaires. Faites attention, on n'a pas le droit d'épargne publique, de lancer une demande d'épargne au public. Donc, quand vous parlez de partenaire, consultez votre avocat. Il y a des façons de le faire. Il faut faire attention publiquement. Mais il y a beaucoup de partenariats qui se fait en immobilier où est-ce que, par exemple, quelqu'un apporte la transaction, l'autre apporte le capital. Si tout est fait dans les règles de l'art, bien sûr. Donc, il y en a beaucoup qui font ça. En fait, souvent, quand on est en expansion, j'en suis un exemple. Quand on est en expansion, en fait, on manque toujours d'argent parce que les transactions grossissent. Puis les transactions, comme elles grossissent, les transactions d'avant ne réussissent pas à amener assez d'argent pour l'expansion. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des partenaires comme ça. Fait que on ne s'arrête pas. Là, quand notre capital est gelé, on ne s'arrête pas avec ça. Yvan? Peut-être aussi le vendeur qui pourrait vous financer. On a parlé de balance de vente. Donc, si on n'a pas d'argent, ça s'appelle le vendeur. Donc, il faut juste trouver l'argent temporairement. Peut-être un prêteur privé pourrait être aussi une option pour embarquer avec vous comme partenaire en mettant la mise de fonds. Donc, il met la mise de fonds, il devient partenaire avec vous. Donc, c'est un prêteur privé, en fait, qui embarque dans le deal avec vous. Il y a certaines façons de faire, évidemment, là, consulter les juristes, contacter M. Lépine qui en fait de ce type de transaction-là, qui pourrait vous guider. Évidemment, ça prend une belle transaction. Quand on a un prêteur privé, ça roule à du gros taux d'intérêt, donc il faut que ça soit remboursé rapidement. Donc, c'est une autre option. Donc, la balance de vente, le prêteur privé. Sinon, si on est dans des plus petits immeubles, là, c'est sûr que dans le CCP, c'est d'autres choses, mais dans des petits immeubles, mettons un triplex, un quadruplex, peut-être avec une intention d'habiter à 10 d'intérêt, à 10 de mise de fonds, peut-être qu'on pourrait acquérir avec peu de liquidité et prendre la remise en espèces,
prendre la remise en espèces de la banque, la RBC va remettre 7 du prêt. Donc, on met 10 et on reçoit 7 de la RBC. Ça peut être une façon créative pour les petits immeubles. C'est pas tout qui fonctionne dans le 6 et plus ici. Donc, les petits plex peuvent s'acquérir avec peu d'argent. Propriétaire occupant, avec la remise en espèces, c'est une autre façon de faire. Super. Voilà. Il y en avait-tu une que tu avais ciblée? Sinon, je peux en mettre une autre. Ben, vas-y, pendant que je vais chercher. Achat d'un siplex au nom personnel, c'est assez facile. Mossen, j'espère que je le prononce bien. Achat d'un siplex au nom personnel, donc c'est un financement personnel, hein, attention, parce que la détention n'est pas liée avec le financement. Okay? Il y a deux choses. Donc là, j'imagine que tu as un financement personnel. Tu peux le changer au financement commercial. Oui, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire back and forth, un à l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que tu risques de voir qu'au commercial, dépendant de tes revenus, ça risque de baisser un peu le prêt. Parce que quand il y a un financement qui est personnel, ils s'accotent sur tes ratios. En fait, ils sont conscients que tu vas avoir un cash flow négatif. Ils vont prendre ta situation financière, l'appliquer sur le sixplex. Tandis qu'au commercial, ce n'est pas le cas. On ne peut pas avoir une hypothèque à cash flow négatif dans le multilogement, dans le financement commercial. Mais oui, tu peux faire un et l'autre. Les avantages et inconvénients, je viens de te les expliquer. En fait, c'est qu'en étant aussi en financement commercial, tu libères ta caution personnelle. Fait que si jamais tu vas aller t'acheter un chalet, ben, ça donne de l'espace sur ta cote de crédit personnel. Yvan, une autre question? Oui, je suis en train de lire. Des fois, les questions sont un peu longues. Fait qu'il faut les processer et tout ça. C'est correct. Je peux y aller vite. J'en ai une rapide si tu veux. Vas-y. Thermopompe, je ne suis pas spécialiste. J'aime bien les thermopompes, là, mais là, on est dans location de maison. Je ne sais pas si c'est une location avec option d'achat. Location avec option d'achat, des fois, on va tenter de refiler certaines portions d'entretien au futur propriétaire qui est notre locataire actuel. Donc, un locataire qui devient acheteur éventuellement. Mais là, je pense que Sébastien, tu es dans une location standard. Normalement, tu vas payer l'entretien de la piscine et de la thermopompe. Comme tu ferais l'entretien d'une toiture ou des fenêtres et tout ça. Je ne sais pas, j'imagine que c'est ta pratique aussi dans les thermopompes que tu installes, vu que c'est des multilogements, c'est le propriétaire qui fait l'entretien, tout simplement. Sébastien, je doute que la personne s'occupe de sa piscine aussi bien que toi, tu t'occuperais de la piscine. C'est comme ça. Les locataires ne font jamais autant attention aux choses que si toi, tu faisais attention. Fait que définitivement, je le mettrais, je le négocierais. L'entretien, on s'entend, si on parle nettoyer avec le chose, ça, c'est une autre histoire. Il nettoie la piscine, il enlève les feuilles et tout ça parce qu'il l'utilise, mais l'entretien de la piscine, s'il y a un moteur qui brise ou quelque chose, un deck à réparer, c'est sûr que ça va être à tes frais. Parfait. Super rapide, Maxence, les numéros de téléphone 411.ca, Canada411.ca. 411.ca, Canada411.ca, c'est les deux seuls à ma connaissance dans lesquels on peut sortir des numéros de téléphone. Il y a JLR puis mon prospecteur qui ont quand même des robots, des outils qui vont chercher, grabber des numéros de téléphone sur des plateformes comme Kijiji puis les packs avec l'adresse du propriétaire. Mais de ce que je crois avoir compris, c'est 20% à peu près des numéros qu'ils ont. Donc, c'est très difficile d'avoir un numéro de téléphone. Surtout que les gens ont des cellulaires puis sont inscrits des fois à des listes anticipées et tout ça. Donc, c'est pas évident. Et en fait, Dieu merci, parce qu'il n'y a personne qui a le numéro de téléphone, sinon on se ferait spammer aussi. Fait qu'on aime ça, nous autres, on aime ça d'un côté, mais on n'aime pas ça de l'autre. En fait, juste dire, effectivement, c'est à peu près ce pourcentage-là, Yvan, effectivement, Canada 411.ca pour les numéros de téléphone. Si Germain, ça rejoint un peu la question de tantôt. Est-ce qu'il y a des banques qui accepteraient l'achat d'un quadruplex ou d'un 5 logements à 5 de down payment? Peut-être le 5 logements, si c'est une construction neuve avec l'APH Select à 5 ça pourrait fonctionner. Mais ça, c'est quand même plutôt rare. Et sinon, quadruplex, c'est 10 triplex, c'est 10 et duplex, maison, condo, 5 Mais dans les 5 logements et plus, c'est en théorie 15 assuré le CHL, à moins que ce soit APH Select sur 50 ans à 5 construction neuve. Important de noter, en fait, que c'est la SCHL qui gouverne ça. Dès qu'on dépasse le 80 de financement dans le Plex, c'est les règles de la SCHL qui tombent
qui tombe active, là. Donc, il faut qu'on soit propriétaire occupant, puis les pourcentages sont décidés par la SCHL, sinon les banques n'ont pas le droit de dépasser 80%. Sinon, on peut faire du pouce sur une autre question, on pourrait mettre des collatérales aussi. Fait que si jamais on veut abaisser les mises de fonds dans certains cas, on pourrait aller avec une propriété qui est prise en collatéral. C'est quoi en collatéral? C'est qu'on signe un prêt et on vient donner une autre propriété en garantie. Le scénario que je vois beaucoup pour les gens qui vont faire du collatéral, je vais investir, puis mes parents vont devenir partenaires. Mes parents, ça leur tente peut-être pas de repasser dans un processus de refinancement, sont retraités, ils n'ont plus beaucoup de revenus et on prend la collatérale pendant une optimisation, un flip, peu importe, et ensuite on laisse aller la propriété, on laisse aller le collatéral. Fait que les partenaires n'ont pas besoin de passer dans un processus de financement. Le désavantage, par contre, c'est que là, toute la propriété est gelée. Donc, là, il n'y a plus de refinancement possible à moins de négociations au niveau du collatéral, mais là, on a gelé l'actif au complet. Donc, l'avantage d'aller chercher un prêt hypothécaire, c'est qu'on ne gèle pas toute la propriété. Fait qu'on va rechercher un nouveau montant d'argent et qu'on s'en sort sur le côté. Je souris parce que là, tu parlais de spam, puis là, j'ai quelqu'un du Spanish Fork, Utah, États-Unis, qui live pendant qu'on parle de spam. Moi, on dirait qu'ils ont eu mon numéro quelque part, puis ça appelle 2-3 fois par jour. Ça vient de Colombie-Britannique, n'importe où aux États-Unis. Ouais. Avais-tu d'autres choses? Au lieu de mettre, peut-être ici, je vais la lire live, au lieu de mettre notre adresse personnelle sur les baux, à part les boîtes postales, quelles sont les autres options? Mettre l'adresse de ton associé, partenaire. Non, mais ça prend l'adresse du siège social, mais il y aurait les boîtes postales. En fait, les boîtes postales, c'est pas une bonne idée parce qu'au registre des entreprises, c'est pas accepté. En fait, c'est simple, la solution, c'est un UPS Store. Fait que regardez le UPS Store qui est proche de chez vous. En fait, chaque boîte, c'est une suite. Fait que moi, j'avais 104 Boulevard Cité des Jeunes, suite 201. Ma suite, elle fait 6 pouces par 6 pouces, là. C'est ça ma suite, mais c'est là que ça rentrait, puis ça passe au registraire des entreprises, c'est possible. Et tu as toujours quelqu'un aussi pour signer, parce que Serge, si jamais tu as une mise en demeure ou un dossier au TAL par huissier qui arrive, tu as besoin de le signifier, il n'y a personne pour le signifier. Tandis qu'au UPS Store, il y a toujours quelqu'un dans les heures d'ouverture, fait qu'ils vont signer pour toi. Fait que vraiment, UPS Store, c'est vraiment une bonne solution, puis je le recommande, Serge, fortement, bravo de le dire, parce que les locataires, il peut y avoir certains conflits là-dedans. Là moi, j'ai une famille avec 3 enfants, ça me tente de voir un locataire qui va débarquer chez nous parce qu'il n'est pas content. Là. On ne veut pas ça, on veut garder notre intimité puis notre côté privé. Fait que définitivement, mon adresse personnelle apparaît nulle part dans les baux. Fait que bon point, Serge. Mais pas boîte postale parce que le registre d'entreprise ne vous laissera pas le faire. Ben moi, quand j'avais mes cartes américaines, c'était au lieu de marquer boîte postale, je marquais appartement dans le formulaire, puis ça passait bien. Là. Ça, c'est bon. Mais au registraire des entreprises, ils ne l'acceptent pas. En fait, l'entreprise, elle ne passera pas. Fait que le UPS Store passe. Fait que tu peux le faire, Serge, là, pour les baux, c'est correct, mais si on va au registre des entreprises, je vais être capable de voir ta vraie adresse. Là, il commence, d'ailleurs, dans les mises à jour, le registre d'entreprise, la bonne nouvelle, c'est que là, on a une adresse professionnelle visible de tout le monde et une adresse personnelle cachée. Dieu merci, il est à temps. Imaginez, François Legault, il y a une entreprise, on cherche son entreprise, on a l'adresse du premier ministre directement dans le registre d'entreprise, ça n'avait pas de sens. Fait que maintenant, on a une adresse publique puis une adresse privée. Excellent. La prochaine, je te la laisse, mais c'est rare qu'on parle de ça. C'est pour ça que je l'ai pris pour les sinistres. Je sais que tu en as eu. Tu as eu des feux, des incendies et tout ça. Donc, j'aimerais ça t'entendre, puis je vais peut-être bonifier si. Ouais, j'ai eu des feux. J'en ai eu un gros. J'ai l'air d'un pyromane qui fait brûler mes immeubles. J'ai eu un gros incendie. Ça m'est arrivé aussi un autre logement qui a brûlé. Dépendant de la taille de la perte, oui, définitivement, un expert en sinistre. Je sais que mes amis en assurance ne m'aimeront pas. Mais l'assurance, en fait, elle profite un peu de la naïveté de l'assuré. Sur plusieurs items pour descendre vraiment le quantum, le montant assuré. Définitivement, ma recommandation, c'est expert en sinistre. Sur 3 étages, là, ça commence à être plus significatif. Fait que là, ça vaut la peine de fighter un petit peu plus. Les experts en sinistre, il y en a plein. Les dégâts d'eau, c'est moins visible. Quand on a un incendie, ça passe aux nouvelles. Quand j'avais eu mon incendie, j'avais eu au moins une dizaine d'experts en sinistre qui m'avaient appelé pour me défendre.
Mais les dégâts d'eau, évidemment, ça ne paraît pas. Fait que, il faut peut-être que là, toi, tu fasses les démarches pour aller le voir, mais je te le conseille. Généralement, ça va être entre 5 et 7 des dégâts. C'est sûr que c'est des plus petits dégâts, là, ça va peut-être être plus dans le 10 et plus, mais généralement, ça va être à peu près ça. Fait qu'ils vont aller chercher entre 5 et 7 du montant d'assurance, mais ça vaut la peine parce qu'ils vont aller chercher, je vous le dis, beaucoup, beaucoup plus. Moi, j'ai passé, juste vous dire, j'ai passé de 264 000 à 1 104 000. Juste vous donner un ordre d'idée, c'est un cas d'exception, mais j'ai fait x5 en me battant contre des assurances. Ça me fait penser, en fait, au soleil d'abondance. On vous parle de faire de la recherche et de ne pas juste vous fier au courtier, de mettre différents rayons qui pointent vers vous. Et les compagnies sinistres, c'est un de vos rayons de soleil d'abondance. Ils peuvent peut-être vous refiler des belles transactions. À rajouter à votre soleil d'abondance, les compagnies de sinistres. Ensuite, lettres de prospection, on a quand même répondu un petit peu. Quand on fait des lettres de prospection, suggérez-vous de mettre notre adresse à domicile? La réponse est non, mais un courriel, numéro de téléphone serait suffisant, effectivement. Essayez d'avoir un courriel qui fait du sens. Tu sais, des mails de ce monde ou des trucs du genre, c'est pas, au moins avoir un Gmail, c'est déjà une bonne solution. Sinon, avoir peut-être une adresse plus professionnelle, donc en commercial, immobilier, ABC2. Comme quelque chose du genre. Donc, allez-y pas avec des courriels qui vont laisser paraître, en fait, que vous êtes moins organisé, mettons. Ça, c'est très vrai, là. En fait, vous n'êtes pas là pour défendre votre lettre, là. Fait que moi, je reçois un pouf minou commercial gmail.com. C'est sûr que ça part mal, là. J'ai rapidement une question, Jules, pour calculer la valeur future d'un immeuble après une rénovation. En fait, il n'y a pas de formule telle quelle. En fait, c'est multiplicateur de revenus net, mais en fait, je me suis étiré, je suis allé chercher une bonne petite lecture pour toi pour comprendre le processus d'optimisation d'un bâtiment. Un livre que j'ai coécrit avec Yvan va expliquer un peu le processus parce que la question est un peu trop complexe pour embarquer dedans. Mais sinon, c'est facile, c'est simple en fait dans le multilogement, c'est le multiplicateur de revenus net, comme dit Jean-Philippe, mais un petit immeuble, ça va plus être du maquillage. Si vous peinturez, par exemple, un appartement dans une maison, mettons, pas un appartement, mais une maison que vous flippez, par exemple, mais votre retour sur investissement de la peinture, c'est comme 100 % là. Vous allez mettre de l'argent, puis ça va vraiment donner de la valeur. Portes et fenêtres, ça va être genre 75 %. Cuisine, salle de bain aussi, on est dans des 75 % de retour, mais si vous allez faire une toiture, pas de valeur. Vous piétez une fondation, pas de valeur. Donc, peinture, cuisine, salle de bain, fenêtre de la façade, on a des bons retours d'investissement, mais il n'y a pas de formule, comme disait JP, malheureusement, qui dit tu mets ça, ça donne tant. Jonathan, assez rapidement, Jonathan, il y a un logement qui est trop grand. En fait, tu as le droit de demander une division de logement. OK, ça dépend des arrondissements à Montréal. Je ne sais pas, tu es où, Jonathan, ou des règles de ton urbanisme. Il y a certaines villes, en fait, qui ont bloqué, la division de logement. Fait que c'est possible de le demander. OK, va sur le TAL, subdivision ou agrandissement de logement. Ils vont tout expliquer la procédure, vérifier avec l'urbanisme. OK? Sinon, si ce n'est pas possible, mais ça reste toujours ça reste toujours un contrat qui est signé de gré à gré. Fait que si jamais tu veux le modifier, ben, il faut que tu t'entendes gré à gré aussi. Mais c'est toujours possible de le faire en cours de bail, là. Fait que, tu sais, Jonathan, subdivision de logement, c'est possible. Et ensuite, sinon, c'est entente de gré à gré, moyennant des compensations. Excellent. On a Véronica Caprian. Pouvons-nous demander ou obliger aux locataires d'avoir une assurance habitation? Non. On ne peut pas le mettre dans le bail comme une exigence, mais peut-être qu'on pourrait le mettre dans le règlement d'immeuble pour essayer de favoriser, en fait, qu'à chaque année, le locataire nous fournisse sa preuve d'assurance, mais s'il ne l'a pas, ce n'est pas une raison pour mettre fin au bail, on ne peut pas l'exiger. On essaie de faire en sorte qu'il nous fournisse à chaque année, si possible. Super. OK. J'avais-tu une autre question en ciblé? Sinon, je peux y aller avec... Ah? Ben, il est quand même bientôt et demi. Prends un autre, puis après, on va faire les tirages. Là, tu m'as pris de court. Attends. Lettre de prospection. J'en ai un ici. Alexandre Dumas, comment se détermine la valeur d'une promesse d'achat? J'imagine que c'est dans le cas que tu veux céder tes droits à quelqu'un d'autre.
Donc, ça va dépendre du deal, en fait, de la valeur de ton deal. Ici, tu me dis, ah, j'ai un deal, il y a 50 000 à faire avec, ben, tu ne vendras pas ton offre d'achat 35 000 ou 50 000 parce qu'il n'y aura pas assez de jeu, mais s'il y a comme 500 000 à faire avec le deal, ben, peut-être que là, 35 000 va passer. Donc, ça dépend du profit qu'il y a à faire avec la transaction. Ça dépend du nombre aussi de gens intéressés par ton offre d'achat. Si tu as une seule personne à qui tu pourrais céder ton offre, ben, tu n'auras pas le même pouvoir de négociation que s'il y a 10 investisseurs intéressés. Puis évidemment, s'il y a 10 investisseurs intéressés, c'est que ta transaction est plus payante plus payante. Donc, la quantité de personnes intéressées à ton offre va influencer également la donne. Toi, Jean-Philippe aussi, qui en fait de Saint-Cy, disponible là-dessus. Non, je pense que tu l'as bien dit. En fait, il n'y a pas de prix. En fait, ça dépend de la qualité de la transaction, ça dépend de la rapidité nécessaire aussi. Donc, je pense que tu as bien répondu. Moi, ce que je pourrais te proposer, Maxandre, tu sais, au lieu de juste demander un montant pour avoir refilé ton offre, peut-être tu pourrais dire, je vais prendre moins, mais j'aimerais ça avoir des parts dans la transaction. Fait que, tu sais, au moins, tu restes là, tu bâtis de l'actif qui vont prendre la valeur et qui vont se payer. Parce que tu dis, OK, moi, je veux 30 000, puis là, tu sors de la transaction, tu n'as plus rien. Tu sais, tu peux dire, je vais prendre 20 000, je vais prendre 10 000, mais j'aimerais ça avoir 20 des parts. Donc, tu construis quelque chose au moins. Évidemment, si ton 30 000, tu en as besoin pour vivre, bien là, tu vas peut-être pas prendre de part, mais en fait, tu pourrais demander 30 000 et des parts aussi. Donc, essaie de jouer avec ça, l'argent et les parts que tu obtiens dans la transaction. Je pouvais regrouper comme 3-4 questions en une. Les feux, ça allait exciter les gens. Oui, exact. Exiger l'assurance au locataire. Qu'est-ce qui arrive si le locataire en fait et il est en cause? Ça n'enlèvera pas votre assurance. Là. Je veux dire, si un locataire met le feu à votre immeuble, votre assurance est toujours valide. Le problème, c'est que vous allez être responsable de payer la franchise. Alors que si le locataire a une assurance, c'est l'assurance du locataire qui va payer votre franchise. C'est la seule différence. C'est au niveau de la franchise. Puis en même temps, pendant qu'on parle de franchise, quand on a un multilogement, s'il vous plaît, des franchises à 1 000 $, ça ne fait pas de sens. Là. Donc, il faut vous grimper ça un petit peu au minimum 2 500, 5 000, ça va vraiment baisser le prix de vos assurances. Parce que généralement, dans le multilogement, quand on a un petit dommage, dans l'exemple, dans les milliers de dollars, si jamais on est capable, évidemment, là, je ne connais pas la situation de tout le monde qui nous écoute, mais on le répare parce que si on fait une réclamation, notre assurance monte et la valeur de notre immeuble diminue. Fait que essayez de les grossir un petit peu, là, ces franchises-là. Voilà. D'avoir un flash créatif, peut-être tu l'as déjà eu, tu as eu la réflexion, mais ce qui me vient à l'esprit, pourquoi ne pas louer un peu plus cher puis dire que ça inclut une assurance? En fait, ça peut être ça. Tu te dis, ben, j'aurais loué 1100, puis tu loues. Il faudrait faire le calcul de comment ça coûte une assurance bien, responsabilité aussi pour un locataire, pour un logement, mais je serais curieux de voir ce que ça donnerait d'inclure l'assurance locataire dedans. Fait que là, tu dis à ton locataire, ben, si jamais il y a quelque chose, tes biens vont être assurés, à même ton loyer que tu payes. Tu sais. Ça serait bien, la seule chose, faites attention au bureau du surintendant des institutions financières, parce qu'on parle d'assurance de biens. Là. Fait qu'il faudrait juste faire attention. On lance l'idée, mais ça serait à vérifier. Oui, ça prendrait un paiement annuel de la part du propriétaire pour être sûr de ne pas gérer non plus des paiements tous les mois, tout ça. Mais en tout cas, bref, c'est une idée qui est lancée, là, c'est à réfléchir. Il y a peut-être un service ou une créativité quelconque à faire avec ça. Parfait. Excellent. Martine, rapidement, est-ce qu'on communique avec les locataires par courriel le plus possible? OK, le plus possible. Parce que, en fait, ça l'enlève toute l'animosité. Là. Généralement, quand le locataire appelle, là, ça peut être très gentil, comme ça peut être assez désagréable parfois. On met ça par courriel ou centre d'appel, on traduit ça par courriel. Fait que nous, on reçoit l'information. Puis ensuite, on communique par courriel au locataire pour indiquer la date de réparation. Puis ensuite, le professionnel communique avec nous. Fait que chacun son type de gestion. Je sais que peut-être Richard qui nous écoute, avec un conjoint de Mélanie, elle aime parler au locataire, prendre le téléphone. Chacun son type de gestion. Nous, on est vraiment plus dans la standardisation de tout ça. Fait qu'on prend l'information, on procède, puis on corrige. Puis avec une adresse qui est professionnelle, qui n'est pas Hotmail, vous pourrez avoir une adresse pour votre gestion et avoir une réponse automatique qui dit « Nous avons bien reçu votre demande. Nous vous rappellerons dans les heures ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 17h. » Donc, ça vient comme
fixer en fait les attentes du locataire. Il vous écrit à 4 heures, à moins que ce soit une urgence, évidemment. Là. Puis c'est pas parce qu'on a une réponse automatique qu'on ne peut pas aller lire en fait c'était quoi le contenu. Donc, on a une réponse automatique qui gère les attentes du locataire. Et évidemment, si c'est une urgence, on peut répondre, mais sinon, ben, ça va aller au lendemain. Fait que ça va vous enlever un petit peu de pression de répondre rapidement parce que le locataire est au courant que ce ne sera pas immédiat comme réponse. Absolument. Très bien. Excellent. Ben, une petite dernière, puis après, on va procéder au tirage. Je vais prendre celle d'Aldo parce qu'il nous avait dit qu'il était tellement content d'être là en live. Fait que ça va me faire plaisir de prendre ta question, Aldo. Je me sentais mal pour lui. Expliquer comment ça fonctionne un refinancement. On augmente les revenus. Oui, on va voir la banque. On augmente l'hypothèque. Oui, c'est sûr que ça diminue notre cash flow. Fait qu'on réhypothèque. On se rappelle que dans le multilogement, on ne sera jamais cash flow négatif. Sur une hypothèque, la banque ne nous laissera pas le faire. Dans une opération normale, on parle. Fait que tu vas encore avoir un cash flow positif, mais évidemment moins gros qu'avant. Tu utilises ce cash flow pour te servir de la dette. Mais qu'est-ce que ça fait, Aldo, en fait avec ça? C'est que tu libères du capital pour aller acheter d'autres choses. Donc là, tu achètes d'autres choses, tu refinances et ça vient comme ces fameuses boules de neige-là que je parle dans les différents coachings. Fait qu'on vient chercher ces boules de neige-là qui descendent la montagne, qui grossissent. Et là, ils se divisent en deux. Ils ont un refinancement, ça grossit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait que je te dirais que les gens commencent à faire diminuer les hypothèques, augmenter le cash flow quand ils sont en stabilisation ou ils ont arrêté d'acheter. Dans ce cas-là, les hypothèques vont descendre. Mais si tu es en mode acquisition et croissance, tu vas toujours vouloir aller sortir cet argent. Hey, JP, tu fais encore des bonhommes de neige avec tes enfants? J'en fais encore. Et il en reste plus long. À moins que tu aies gardé ton cœur d'enfant. Je vais toujours garder mon cœur d'enfant. Les amis, jouez plein de go de différentes variantes. Il y en a vraiment des excellentes. Donc, repartagez ceux qui ne l'ont pas fait comme il faut. Go en lettres majuscules. On va procéder au tirage de quand même 3 prix. Donc, le premier prix qu'on fait tirer, c'est le cours de flip qui a lieu mercredi. Donc, notre ami Mehdi va nous partir notre sélecteur et je ne sais pas si le club va gagner encore une formation. Ça serait bien. Ah, j'ai une avoir Jean Sasseville passé. Nadine Plot. Donc, Nadine, félicitations pour réclamer ton prix. Contacte Julie. Elle va vérifier évidemment que le partage a été bel et bien fait et elle va t'accorder ton prix par la suite. Et on a comme deuxième prix un laissez-passer pour 2 personnes à la partie de cash flow du 7 novembre à Montréal, qu'on expliquait tantôt. On vous invite à être là en grand nombre. C'est Simon Bernier. Donc, félicitations, Simon. En passant, les places sont limitées. C'est 6 personnes par plateau de jeu. J'en ai 6. Donc, on a le droit à 36 personnes. Et idéalement, c'est 5, même 4 par plateau. Donc, faites vite. Les places, ils se remplissent rapidement. Ensuite, on a 250 $ de rabais qui sera gagné par Nancy Fafard. Donc, salut Nancy, je te salue. On va savoir, nous, le 11 octobre à ta fermette, si on peut le dire ainsi. Donc, Nancy qui offre en fait, on peut enlever le sélecteur Mehdi. Je viens de faire une petite annonce pour Nancy qui m'accueille gracieusement. Le 11, elle fait de la facilitation avec les chevaux. Donc, les chevaux sont là pour aider à la thérapie, tout ça. Donc, ce que je vis présentement, elle me fait le plaisir de m'accueillir et je vais aller vivre le processus du deuil avec les chevaux. Donc, elle veut vous intéresser. Puis, il y a sûrement d'autres choses que le deuil qu'on peut faire avec les chevaux. Donc, j'ai bien hâte d'aller vivre ça, Nancy. Donc, merci d'être là et félicitations. Excellent, JP. En aurais-tu une petite dernière pour la route, pour le dessert, en fait? Attends, la finale? Tu me prends à court. Attends. Je pourrais t'en trouver une. On est toujours dans les locataires, les assurances un peu. Ah, le REQ, ben en fait, Jean ont peut-être un bénéfice en fait qui n'accepte plus le UPS Store. Écoute, Jean, si je ne suis pas au courant, si jamais le REQ n'accepte plus le UPS Store, mais ce que tu peux faire, encore une fois, Jean, au REQ, on n'a plus l'adresse publique. Fait que tu peux toujours te mettre une adresse de communication sur le bail. Tu peux mettre le UPS Store, puis si jamais au REQ, ça cause problème. Alors, tu peux t'en sortir. Ça serait ça, ma petite dernière. Là. Sinon, je peux essayer de passer. John qui voulait savoir par où commencer. Ça, c'est vraiment facile. En fait, John, par où commencer? Des lectures. Ça coûte rien. Vous pouvez aller à la bibliothèque du coin. Nos livres sont là. Je confirme, à la bibliothèque de Vaudreuil.
Nos livres sont là, c'est gratuit, tu peux lire. Là, par exemple, ces livres de la bibliothèque, tu n'arracheras pas une page pour la soirée mensuelle, j'imagine. Elle a déjà été arrachée par quelqu'un. Elle a déjà été arrachée, mais il y a une entrée gratuite pour les soirées mensuelles dans un livre. Fait que soirée mensuelle, définitivement. Puis après ça, en fonction de où est-ce que tu es, on pourra regarder John. Moi, je dirais, tu sais, c'est sûr que c'est tout dans les livres et tout ça. Dans mon livre des flips aussi, il y a un beau plan d'action où il y a 132 actions qu'on te propose, mais en résumé très, très rapide de la méthode PADA, commence par définir tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire en immobilier? Tu veux-tu de l'argent rapidement dans la prochaine année ou tu veux bâtir pour ton futur, ta retraite et tout ça? Ensuite, tu vas devoir te choisir un secteur puis le découvrir. Donc, on va faire une sorte des comparables vendus par le biais d'un courtier pour connaître les valeurs du secteur, pour être capable de réagir rapidement quand tu vas te mettre à faire la recherche. Tu vas identifier rapidement une opportunité en connaissant bien ton secteur. Donc, la recherche, après, il va y avoir des visites des lieux, des inspections, tout ça. Mais bref, c'est choisir un secteur, définir tes objectifs, commencer à faire de l'analyse des vendus et faire de la recherche, les principales tâches ou actions à faire dès le début. Sinon, dans les livres, tout est bien détaillé. Et voilà, la semaine à JP, un petit mot de la fin pour toi avant que je fasse la finale. Non, on reste dans l'action, on surveille les taux. Là, malheureusement, on a une petite remontée des taux, là, 25 points depuis vendredi. On continue de surveiller ça, on reste dans l'action, on ne procrastine pas. Ça serait ça mon petit message. Puis si vous êtes disponible, la soirée demain. Ça me fait penser, justement, tu as lu dans mes pensées. Demain, on va avoir la capsule hypothécaire, la boussole hypothécaire plutôt. Donc, avec Christian Pomerleau qui sera là de PMML, qui est un expert là-dedans. Donc, il va nous faire une petite capsule sur nous mettre à jour sur les taux et comment ça se passe dans le financement hypothécaire actuellement. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous rappelle que Magali sera là pour son partage. Venez l'écouter en grand nombre. C'est vraiment une belle personne avec des belles valeurs et un beau parcours. Elle est dans son début, ça fait 4 ans, mais elle a un très, très beau début. Puis ça promet, si elle poursuit dans les comme ça, c'est exponentiel si elle continue dans ses actions. Donc, ça promet. Donc, la semaine prochaine, nous, on va jeûner, le club jeûne, et c'est l'action de grâce. Donc, on n'aura pas de lunch, Jean-Philippe. Donc, on est en congé. Yes, la semaine d'après, tu seras avec Maude Perron. Moi, je serai absent. Donc, Maude Perron qui sera là pour parler d'humain au cœur du succès immobilier. Donc, Maude qui est une graduée du programme Élite et du programme avancé qu'on appelle maintenant le programme Excellence. Donc, une belle personne, encore une fois, super dynamique, enthousiaste, qui est dans l'action, qui est inspirante. Donc, elle sera là pour nous parler du test Nova, entre autres. Elle nous parlera aussi de mindset en immobilier. Sûrement qu'elle est là aujourd'hui, qu'elle écoute. On la salue si c'est le cas. Donc, c'est un rendez-vous le 21 octobre prochain. Sinon, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine immobilière et soyez dans l'action. Go, go, go. On se revoit demain ou au cours de Flip ou dans le virtuel du 16 octobre ou en tout cas, bref, on a plein d'occasions de se revoir. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.